Je m'appelle Socrate, fils de Sophronisque, tailleur de pierre, et de Phénarète, sage-femme. Combien de temps ai-je dormi? Je ne saurais le dire. Ah, quel contraste entre le goût amer de la ciguë et le bonheur actuel de mon âme enfin libérée de la prison du corps. Il croyait en me condamnant me jeter dans le supplice éternel. Mais, du fond de ma tombe, je contemple la Philosophia Perennis, représentée par ces milliers de citoyens du monde. Certes, le spectacle des événements du monde est hors de portée de ma vue, mais l'âme de tout philosophe authentique est reflétée devant moi depuis mon départ de la cité d'Athènes. Aujourd'hui justement, j'ai eu l'heure de faire la rencontre d'un parmi ces citoyens, Alassane Kitane, professeur émérite à l'esprit alerte et à la plume généreuse. Professeur, bonjour. Bonjour Socrate. Professeur, je voudrais avant de commencer saluer votre public que je sais nombreux. Composé d'un côté de vos apprenants en phase d'initiation à la philosophie, et de l'autre vos collègues qui vous découvrent ou vous redécouvrent, vous écoutent aussi peut-être avec l'oreille avisée d'un inspecteur. C'est dire qu'il leur est permis à tous de reconstruire ou de construire la parole du maître. Mais tout cela fait partie naturellement des règles du jeu. Il n'y a point matière à en rougir. L'essentiel est simplement de communier pour qu'ensemble nous dégustions les délices de la pensée. Au menu de la rythme maïeutique de ce soir, nous allons débattre de la philosophie en général. Et pour ce faire, 5 questions majeures seront soulevées. La première concerne la pluralité et la divergence des systèmes philosophiques. Cette diversité et divergence des systèmes philosophiques doit-elle être perçue comme un obstacle à l'apprentissage de la philosophie? Et là, je me suis dit, vous l'aurez remarqué, du point de vue de la perception de l'apprenant. Merci Socrate. Je vois que d'outre-tombe, on ne peut rien vous cacher. Vous lisez directement dans nos âmes et toutes les informations qui concernent notre époque et la discipline dont vous avez mis les semis sous terre vous sont connues directement comme par télépathie. Vous avez raison. À votre époque déjà, et peut-être avant, Anaxagore disait la seule chose sur laquelle les philosophes sont d'accord, c'est sur leur désaccord. Le désaccord est en quelque sorte l'essence même de la philosophie. Le désaccord fait le rythme de la vie de la philosophie, c'est le balbutiement, c'est le battement du cœur de la philosophie. Sans désaccord, comment pourrait-on philosopher si la philosophie est avant tout le plein exercice du libre examen de l'esprit critique? Vous avez parlé de système. L'apprenant, effectivement, est confronté à une pluralité de systèmes philosophiques. Qu'est-ce qu'un système? Il est admis en terminale, il n'a jamais fait la philosophie, il vient en première, il vient de la première du moins, et il doit s'initier à la réflexion philosophique, il doit apprendre la philosophie ou apprendre à philosopher plutôt, on verra. Et ici, le premier problème auquel il est confronté, c'est qu'il y a une rupture épistémique entre la façon dont il apprenait auparavant et la façon dont il va désormais apprendre. Parce qu'auparavant, on lui donnait des connaissances, des données figées, des données sur lesquelles au moins il y a un certain consensus ou à défaut d'une unanimité. Mais là, il a affaire à des philosophes ayant chacun leur système. Un système philosophique est une conception d'ensemble de l'univers, une représentation achevée de la nature qui devrait comprendre au moins une métaphysique, une physique, une morale et un ensemble de connaissances qui en résultent. Un de vos petits-fils, en l'occurrence Bergson, compare la philosophie, le système philosophique,
à une architecture, un édifice dans lequel chaque brique, chaque élément a été posé pour garantir la beauté et la cohérence du tout. Aristote enseigne que la partie métaphysique est extrêmement solidaire de la physique, la partie physique est solidaire des autres parties. Donc c'est un tout cohérent, c'est une structure où les éléments sont interdépendants et sont dans une cohérence telle que lorsqu'un élément est isolé du tout, il perd sa signification. Alors, qu'est-ce que nous avons? Parmi vos descendants, il y a 2 socratiques. L'un a été votre élève, en l'occurrence Platon. Et l'autre, l'élève de votre élève, Aristote. Platon a fondé une école après votre mort qui s'appelait Academia. Et l'Academia était l'école la plus réputée et la plus prestigieuse de la Grèce antique. Mais les fondements de l'enseignement platonicien à l'Academia étaient fondés sur le dualisme. Dualisme entre monde intelligible et monde sensible. Dans cette école-là, il y avait un certain apprenant qui s'appelait Aristote. Mais c'est quoi le dualisme? Socrate, en vous réhabilitant dans ses discours, Platon vous prête cette idée selon laquelle la science ne peut pas porter sur le particulier. Si la science doit porter sur la vérité, elle doit au moins être stable. Or, le monde sensible, c'est la diversité, c'est le devenir, c'est la caducité, c'est la corruption des éléments. Si la science est soumise au devenir, ça n'est plus la science. Si la vérité est soumise au devenir, elle n'est plus la vérité. La vérité doit être impersonnelle et intemporelle. Très bien. Or, le monde sensible, je prends par exemple, je dis, ce tableau d'art est beau, ou bien cette œuvre d'art est belle. Cette beauté que je vois, elle est présente dans une infinité d'autres objets, des objets d'art, des personnes, des oiseaux, etc., etc. Donc, pour qu'on puisse discuter, toi et moi, de la beauté d'un objet, il faut d'abord au préalable que nous soyons d'accord sur la beauté. Aristote enseigne que si nous ne savons pas ce que c'est que la beauté, nous ne pourrons pas, toi et moi, discuter sur ce que c'est que la beauté. Il faudrait avoir l'idée exacte de la beauté pour que nous puissions dire celui-là est beau, ceci n'est pas beau. Parfaitement. Alors, donc, c'est l'idée de la beauté même qui doit éclairer la beauté que nous percevons par les sens. De la même manière, par exemple, qu'un apprenant qui voit Michel Ketan à la télévision et qui dit que celui-là c'est Michel Ketan, ça suppose qu'il m'ait connu auparavant. S'il ne m'avait pas connu, il ne pourrait pas me reconnaître. En fin de compte, connaître Socrate, c'est vous qui nous l'avez appris, c'est reconnaître. Donc si je vois une beauté sensible et je dis que ceci est beau, ça suppose que je sache ce que c'est que la beauté. Donc les idées sont indépendantes de la réalité sensible, mais ce n'est pas tout. Elles sont les archétypes, les modèles originaux dont les réalités sensibles ne sont que les pâles copies. Et des pâles copies qui, justement, les reproduisent de façon inexacte. Cet enseignement de Platon est le fondement de tout son système. Alors, Aristote faisait partie des étudiants de Platon. Mais Aristote, à un moment donné, a quitté l'Academia. Tout le monde se rappelle sa phrase. Platon est mon ami, la vérité est mon ami, mais je préfère la vérité à l'amitié. Il quitte l'Academia, il va fonder le lycée. Les enseignements dans le lycée par Aristote étaient essentiellement fondés sur le réalisme et sur le finalisme. Là où Platon disait le monde sensible n'est pas réel, Aristote nous dit si, le monde sensible est réel. Et il refute la dichotomie entre monde intelligible et monde sensible. Le monde intelligible n'existe pas indépendamment ou bien séparé du monde sensible. Il n'y a qu'un seul monde, c'est le monde sensible. Les idées n'ont aucune existence objective. Nous connaissons, nous avons des idées par l'observation répétée et par l'expérience. C'est parce qu'on m'a dit ceci est un carré, ceci est un carré, ceci est un carré que j'ai l'idée du carré. C'est un cercle, j'ai l'idée du cercle. Ceci est beau, j'ai l'idée de la beauté. Donc les idées proviennent de l'expérience répétée et de l'observation. Qui a raison? On ne sait pas. C'est extrêmement difficile de dire qui a raison, ça dépend du système. Mais c'est même Aristote. Tout le monde se rappelle sa célèbre formule. La nature ne fait rien en vain.
il explique le devenir par la théorie des 4 causes. Chaque chose a 4 causes, dont 3 causes accidentelles et une cause principale. Quelles sont les causes accidentelles? Il y a la cause matérielle. Par exemple, ce bâtiment, sa cause matérielle, c'est le béton, c'est le ciment, c'est le fer, etc., etc. Il y a la cause efficiente. La cause efficiente, c'est l'agent, c'est l'architecte, c'est le maçon, en tout cas, qui ont construit ce bâtiment. Et enfin, troisième cause accidentelle, c'est la cause formelle, c'est le plan. Le plan, ou bien l'idée, ce bâtiment-là aurait pu avoir une autre forme. Mais il y a une cause principale, c'est la cause finale. Finale qui provient de fin, c'est-à-dire finalité. C'est pourquoi le bâtiment a été fait. C'est pourquoi cette chaise a été faite. Voilà la raison principale de la chose. Donc, pour expliquer les choses, il faut remonter à leur cause finale. Sans la cause finale, il n'y a pas de cause matérielle, il n'y a pas de cause formelle, il n'y a pas de cause efficiente. Alors, ce finalisme nous dit en fin de compte que la nature ne fait rien en vain, chaque chose a été faite en vue de quelque chose. Si je suis finaliste, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, l'oiseau a des ailes pour voler. Or là, ce n'est pas une démarche scientifique. C'est précisément parce que c'est contraire à l'esprit scientifique que quelqu'un comme Descartes, vous êtes le père de la philosophie Socrate, en général, mais c'est Descartes qui est le père de la philosophie moderne, nous y reviendrons. Ce Descartes va réfuter le finalisme d'Aristote et va lui opposer ce qu'on appelle le mécanisme. Exemple, le corps humain. Descartes considère que le corps humain est exactement fonctionnel comme une machine. Il fonctionne comme une machine. C'est une machine. La nature n'est qu'une interaction de lois matérielles. Il n'y a aucune finalité dans la nature. Du moins, s'il y a des fins de la nature, elles sont divines. Et les fins divines, elles sont inconnaissables. Donc, il vaut mieux considérer la nature comme une gigantesque machine ou bien comme une matière qui est régie par des lois matérielles et que l'on peut connaître de façon rationnelle. Ces 3 philosophes s'opposent entre eux. Et c'est gênant pour l'apprenant. Et j'aurais pu continuer, Hegel et Kant, Marx et Hegel, etc. Donc, indéfiniment, c'est comme ça. Schopenhauer et Hegel, qui fréquentaient la même université, qui ne se parlaient même pas. C'est ça le principe de la philosophie. Donc, la philosophie est discontinue. On le dit souvent en rapport avec les objectifs et les principes de l'enseignement. Parce que l'enseignement, ordinairement, il est continu. C'est comme une superposition d'acquis, qui se superposent et qui constituent un tout cohérent. Mais avec la philosophie, ce n'est plus le cas. Et les apprenants, ils butent sur cette discontinuité, sur cette divergence. De sorte que donc, en philosophie, chaque philosophe s'oppose en s'opposant. Chaque philosophie construit son système par la déconstruction d'un autre système. Parce que le principe de la philosophie, c'est le libre examen, c'est le doute, c'est l'esprit critique, c'est la remise en cause, parce que la raison humaine n'est jamais satisfaite de ses propres œuvres. Par conséquent, ça constitue un problème pour l'apprenant. Maintenant, ça, il faut l'expliquer. D'abord, on reproche à la philosophie de ne pas pouvoir réaliser l'accord des esprits compétents. Ça veut dire quoi? En fin de compte, les philosophes ne sont d'accord sur rien. Mais tant mieux. Ce n'est pas parce que les philosophes ne sont d'accord sur rien qu'il n'y a pas de vérité en philosophie. Ce n'est pas parce qu'il y a discontinuité de la philosophie que c'est un argument contre la philosophie. Au contraire, derrière la discontinuité, il peut y avoir la continuité. Mieux, cette discontinuité, cette divergence, cette opposition, cette diversité des perceptions, mais elle est présente même dans la science. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais revenons à la justification même, ou bien à la raison de cette diversité. C'est en philosophie qu'on t'apprend qu'il n'y a pas une vérité ad vitam aeternam qui serait stable, figée pour tout le monde. On ne demande pas à un étudiant, ou bien à un enseignant, ou bien en tout cas à un chercheur, de forcément trouver la vérité. On va juger un élève, un étudiant, en fonction du type de raisonnement, en fonction des arguments qu'il va faire valoir. Par conséquent, s'il y a diversité, c'est parce que la philosophie est vivante. Et un philosophe qui s'appelle Hegel
l'a expliqué de manière très belle, de manière métaphorique. Qu'est-ce que dit Hegel? La philosophie est une pensée vivante. Mais parce qu'elle est vivante, forcément, elle se meut de façon dialectique. Ça veut dire quoi? Hegel nous dit, dans la préface à la phénoménologie de l'esprit, voilà la phrase. Le bouton disparaît dans l'éclatement de la floraison et on pourrait dire que le bouton est ainsi réfuté par la fleur. À l'apparition du fruit également, la fleur est dénoncée comme un faux être là de la plante et le fruit s'introduit à sa place comme sa vérité. Si je considère ces trois éléments dans le développement organique de la plante, bouton, fleur et fruit, c'est trois étapes différentes. Le bouton est la première étape, mais le bouton semble s'évanouir, être détruit par la fleur, Hegel dit éclatement de la floraison. Donc le bouton disparaît. La fleur également, à un moment donné, elle va se faner, elle va tomber. C'est le fruit qui va s'introduire à sa place. Par conséquent, ces trois étapes sont incompatibles. Elles ne peuvent pas aller ensemble. Pour que la fleur apparaisse, il faut que le bouton disparaisse. Pour que le fruit apparaisse, il faut que la fleur disparaisse. Mais derrière cette incompatibilité, il y a une fluidité, dit Hegel. Derrière cette incompatibilité, il y a une solidarité. C'est quoi? Le bouton prépare la fleur prépare le bouton. Donc, ce reproche qui est fait à la philosophie, diversité, mais c'est dans toute diversité, il y a une unité. C'est le mouvement vivant de la plante. C'est le développement organique de la plante qui fait que ces trois étapes travaillent toutes à la même vie de la plante. De la même façon, justement, nous dit Hegel, que supposons qu'un patient qui serait atteint de dysenterie et à qui un médecin aurait prescrit de manger du fruit et qui va voir le vendeur de fruits et qui lui dit « je veux du fruit ». Si ce patient est pédant et qu'il trouve un vendeur qui est ordinaire et qui lui propose de la cerise, il va dire non, ça c'est pas le fruit, c'est un fruit. Il lui propose une banane, il dit c'est pas le fruit, c'est un fruit. Orange, mangue, il va avoir la même chose, la même réponse. En fin de compte, Hegel nous dit, ce patient-là, par pédantisme, il n'aura pas de fruit. Parce que pour avoir le fruit, il faut passer par des fruits particuliers. Mais de la même façon, la philosophie n'existe pas en dehors des systèmes et des individualités qui la portent chacune et qui la développent suivant une façon déterminée. L'essentiel, c'est qu'elles sont toutes de la philosophie. Donc ce reproche qui est fait à la philosophie, en général, c'est sa nature, ce n'est pas un défaut. Mais mieux Socrate. La science, qui est le modèle même aujourd'hui de la vérité, et notamment dans les sciences expérimentales, cette même science, et également dans les sciences mathématiques, cette même science, elle est traversée de controverses. Elle est traversée d'oppositions. Je vais prendre deux exemples. L'une, c'est en mathématiques, l'autre, c'est en physique. En mathématiques, il y a la géométrie euclidienne. La géométrie euclidienne, un de ses principes nous dit quoi? Par un point pris hors d'une droite, on ne fait passer qu'une seule parallèle. Donc j'ai une droite, j'ai un point, par cette droite-là, je ne peux faire passer qu'une seule parallèle. Par intuition, c'est évident. Personne ne discute de ça. J'ai une droite comme ça, j'ai pris un point en dehors de la droite, donc on ne fait passer qu'une seule parallèle. Tout le monde est d'accord là-dessus. On n'a même pas besoin de se représenter ça sur un tableau ou bien sur une surface pour comprendre que c'est vrai. Mais cette géométrie d'Euclide, Euclide qui est un grec de l'Antiquité, ça a continué à fonctionner jusqu'au 19e siècle. Au 19e siècle, deux géométries vont apparaître qui vont totalement se fonder sur des axiomes totalement opposés à celui d'Euclide. Ce sont les géométries de Riemann, un Allemand, et de Lobatchevsky, un Russe. Riemann nous propose un axiome. Voici l'axiome. Par un point pris hors d'une droite, on ne fait passer aucune parallèle. Et curieusement, cet axiome-là lui permet de proposer une géométrie tout aussi cohérente. Et Einstein lui-même a fait un témoignage quand même extraordinaire. Einstein a dit que sans les géométries non euclidiennes, sa théorie de la relativité ne serait pas possible. Mais ça, c'est une autre affaire. Revenons à la géométrie de Riemann. Son axiome, c'est par un point pris hors d'une droite, on ne fait passer qu'une seule parallèle. Très bien.
comment cette géométrie peut être vraie à côté de la géométrie de Euclide, qui est vraie empiriquement? Mais c'est parce qu'ils ne partent pas du même postulat. La géométrie de Riemann, c'est la géométrie de l'espace. Exemple, prenons le globe terrestre. Quand je prends le globe terrestre et que je trace une droite qui va du pôle nord et au pôle sud, vers le pôle sud, je sors de la droite, je décale ma main et je fais un point. Par ce point-là, je fais passer une droite. Mais les deux droites ne peuvent pas être parallèles. Forcément, elles vont se rencontrer au pôle nord et au pôle sud. Alors que deux droites parallèles ne se rencontrent jamais, ce qui est donc vrai. Riemann va nous proposer encore, Lobachevsky plutôt, une géométrie encore plus bizarre, en nous disant par un point pris hors d'une droite, on peut faire passer une infinité de parallèles. Pourquoi on accepte que les géomètres, les mathématiciens ne soient pas d'accord, ou bien du moins qu'ils partent d'axiomes opposés, et que ça ne gêne personne, et que dès qu'il y a une petite mésentente entre les philosophies, on en fait tout un tollé, on en fait un boucan. Je trouve que c'est injuste. Mais mieux, en physique, il y a eu une véritable guerre de tranchées, entre guillemets, à propos de la théorie de la propagation de la lumière. Comment la lumière se propage? Deux théories étaient longtemps concurrentes. C'est la théorie corpusculaire et la théorie ondulatoire. Mais c'est après plusieurs années qu'on s'est rendu compte que ces deux théories n'étaient pas opposées, mais qu'elles étaient complémentaires. Pourquoi? Parce qu'elles décrivent deux comportements différents de la lumière. Donc bref, Socrate, la philosophie ne perd pas de son éclat, de sa qualité, de sa validité, parce qu'elle est diverse. Elle n'est pas aussi diverse d'ailleurs qu'on le pense, parce que derrière la diversité, il y a une unité. Cette unité, c'est l'essence même de la philosophie, c'est l'esprit critique, c'est le doute, mais c'est surtout le principe de la tolérance. Et quand je dis tolérance, ce n'est pas seulement le respect de la différence, mais c'est la disposition à accepter que mon point de vue est faillible et que par conséquent, il peut y avoir un autre point de vue différent ou opposé. Et là, je vais utiliser un principe husserlien. Husserl a dit: autrui est mon alter ego. Alter ego, un autre moi. Un autre moi qui vise le monde à partir d'un point de vue et d'une perspective différente des miens. Ce caméraman et moi-même, nous sommes face à face. Moi, je regarde vers l'est, lui, il regarde vers l'ouest. Nos deux regards sont opposés. Mais bien qu'étant opposés, ces deux regards sont complémentaires. Parce que si les parois s'affaissaient sur lui, il ne le verrait pas, c'est moi qui le verrai pour lui et je l'avertirai. De la même manière, si ce mur-là s'affaissait sur moi, c'est lui qui le verrait et il m'avertirait. Donc nos deux regards sont opposés, mais ils sont complémentaires et c'est ça le principe de la vivacité de la philosophie Socrate. Merci professeur pour ce brillant exposé assez détaillé. Nous passons maintenant à la deuxième question qui concerne le lancinant problème de l'utilité ou non de la philosophie. C'est connu. Le sens commun lui sommes bien souvent de présenter son certificat d'utilité sous peine de devoir disparaître. La philosophie est-elle utile? Y a-t-il un sens à philosopher? Philosopher pour quoi faire? Ce sont là des formulations différentes d'un même problème. Alors, professeur, à quoi ça sert de philosopher? Socrate, à ton époque déjà, la question était souvent posée. Mais vous savez, il y a des questions qui, en elles-mêmes, en réalité, ne sont pas des questions. Il y a certaines questions qui relèvent de l'inquisition. C'est parce que justement, on veut tuer son chien qu'on va l'accuser de rage. Je m'explique. Vous avez dit à quoi sert la philosophie? Les gens ne font pas attention à ce verbe servir. C'est un mot latin, serviere. Serviere, ça veut dire être servile, être esclave. Or, un de tes brillants disciples, enfin, pas disciple directement, mais disons petit-fils, Aristote disait: la philosophie est un savoir pour le savoir. Ce que répétera plusieurs siècles après, dans le domaine de l'art, Théophile Gautier, par le principe de l'art pour l'art. La finalité de la philosophie ne peut pas être autre chose que le savoir. Ce serait même dénaturer la philosophie, ce serait l'asservir et par conséquent
finir d'en faire une pensée libre, arrêter d'en faire du moins une pensée libre pour en faire une pensée asservie à une autre tâche. À votre époque déjà, on disait que la philosophie relève du lotium, c'est le loisir. La philosophie est fille de l'oisiveté. La philosophie elle-même revendique l'inutilité. Parce que c'est l'inutilité qui est sa véritable valeur. Mais mieux, avant d'aller loin, Socrate, à quoi sert la musique? À rien. À quoi sert la bague que je porte dans ma main? Rien. À quoi sert une cravate? Rien. À quoi sert une bague de mariage? Rien du tout. Et pourtant, elles ont de la valeur. Les gens oublient que les choses les plus valeureuses dans ce monde, ce sont des choses qui n'ont pas de prix. Au contraire, les choses qui ont un prix, ce sont les choses qui sont décadentes, ce sont les choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. Pour en revenir maintenant à cette question, les gens disent la philosophie est inutile, la philosophie dit je suis désintéressé. C'est très différent. Le désintéressement de la philosophie. Platon, un de ses disciples, a clairement dit que la philosophie est un loisir. Et Hegel répétera ça d'une autre façon en disant que la philosophie est un luxe. À son époque déjà, les gens disaient primum vivere dende philosophari. Il faut vivre d'abord et philosopher après. Parce que la philosophie, on ne peut s'y adonner que lorsque on n'est plus soumis à la tentation du besoin, à la pression du besoin, aux nécessités vitales. Celui qui ploie dans la misère, dans la souffrance, dans le dénuement, dans le manque, il ne peut pas s'adonner à la philosophie. C'est bien parce qu'il aura satisfait ces besoins-là qu'il peut s'adonner à la réflexion philosophique. Donc, sous ce rapport-là, vouloir assigner à la philosophie des tâches particulières, vouloir assigner à la philosophie une utilité matérielle, une utilité pratique, c'est méconnaître la philosophie, c'est la dénaturer, c'est même menacer son existence d'extinction. Mais soit, même ceux qui disent que la philosophie est inutile, ils sont les premiers à s'interroger sur le sens de l'existence humaine. Ils sont les premiers à s'interroger du point de vue axiologique de la finalité de notre existence. Mais justement, la philosophie, elle a une utilité axiologique. Je m'explique. Le scientifique fait un excellent travail. Le biologiste fait un excellent travail. Le chimiste fait un excellent travail. Le religieux fait un excellent travail. Mais il y a autre chose que personne ne fait. C'est la question de la valeur, la question axiologique. Aucun biologiste ne pourra te dire, Socrate, que vaut la biologie, ni même qu'est-ce que la biologie. Aucun religieux ne pourra te dire que vaut la religion. Aucun chimiste ne pourra te dire que vaut la chimie, la physique, etc., etc. Par conséquent, la question de l'essence des choses, la question de la valeur des choses, ce sont des questions imprescriptibles, c'est-à-dire auxquelles l'homme ne peut pas ne pas penser. Il est obligé de se poser la question de l'essence, il est obligé de se poser la question de la valeur. Sous ce rapport-là, la philosophie, son utilité est d'ordre immatériel. Or, justement, n'est-ce pas vous, Socrate, qui avez dit que les peuples ne seront pas heureux tant que les philosophes ne deviendront pas rois ou les rois philosophes? Mais alors, pourquoi cette prophétie? Mais c'est parce que la philosophie a une vertu rédemptrice. C'est parce que la philosophie a une vertu humaniste. La philosophie fait l'homme. On pourra changer le monde avec des ponts, avec des avions, avec des navires, avec tout ce que l'on veut. Mais tant qu'on n'aura pas changé la conscience des hommes, le monde ne se portera pas mieux. Or, il n'y a pas mieux que la philosophie, nulle part qui change l'homme et qui le rend meilleur. Donc, si j'avais à répondre à cette question, je dirais la première finalité de la philosophie, c'est de rendre l'homme meilleur. Mais on peut aller plus loin. Un de vos arrière-petits-fils, l'Autrichien Bertrand Russell, a dit que parce que la philosophie accoutume notre esprit à la réflexion sur des choses universelles, elle nous détache des contingences. Et parce que nous sommes détachés des contingences, nous-mêmes nous devenons universels. Par conséquent, la philosophie ennoblit nos pensées et en ennoblissant nos pensées, la philosophie ennoblit nos comportements. Par conséquent, c'est la philosophie seule qui nous éduque, qui nous façonne. Alors justement, je vous rappelle les propos de Cicéron. Cicéron a dit « Une terre ou bien un champ si fertile
ne peut produire s'il n'est pas cultivé. C'est la même chose pour l'âme sans enseignement. Et la culture de l'âme, c'est la philosophie. C'est elle, la philosophie, qui extirpe les vices et sème, pour ainsi dire, les germes de ce qui produira la plus belle des récoltes. Il n'y a pas de meilleure apologie pour la philosophie pour moi. Parce que la philosophie, sa première fonction, c'est l'homme. Sa dernière fonction, c'est l'homme. Si, comme le dit Kant, toute la philosophie peut se résumer à une seule question, à savoir qu'est-ce que l'homme? Question qui va elle-même se ramifier en 3 autres questions. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Si effectivement c'est ça la philosophie, alors cette philosophie-là, sa finalité reste l'homme. Tant que l'homme restera à faire, la philosophie sera utile. Mieux, Socrate. Autre utilité de la philosophie. C'est presque blasphémé, mais je suis obligé de parler comme ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde rempli de populistes, de démagogues. Mais qui va les dénoncer? Nous sommes dans des États où il y a des démocraties, où il y a un État parfois qui est tyrannique. Qui va le dénoncer? Nous sommes dans des sociétés où les individus eux-mêmes ne sont pas tous éveillés. Qui va les éveiller? C'est sur ce champ qu'on attend la philosophie Socrate. Alors justement, la philosophie a pour fonction première de rendre l'homme capable de penser par lui-même, d'éduquer l'homme à l'universalité. Et comme le dit Condorcet, la place du philosophe dans la société, c'est de dénoncer les impostures. Une société, dit Condorcet, où il n'y a pas de philosophe, une société qui n'est pas éveillée par des philosophes sera abusée par des charlatans. Les charlatans, qui sont-ils? C'est les démagogues, c'est les imposteurs, c'est les populistes. Donc sous ce rapport-là, on a besoin de la philosophie. On en a tellement besoin qu'un de vos disciples, Descartes, a comparé la philosophie à une nourriture pour l'esprit. Autant les bêtes sont obligés de nourrir leur corps et ils n'ont que leur corps à nourrir, nous devons, nous humains, nous rappeler que si nous avons une partie animale, attention, il y a une autre partie, c'est la partie spirituelle, c'est la partie intellectuelle. Et elle doit être nourrie autant que la partie matérielle. Et cela, en réalité, Descartes n'a fait que plagier un autre philosophe du Moyen-Âge qui s'appelle Imam Ghazali, qui disait que l'homme, il a une double nature. Il a une nature angélique et une nature animale. Il a quelque chose de l'ange, il a quelque chose de l'animal. Et l'homme normal, c'est l'homme qui fait de telle sorte que, donc, que la partie animale ne puisse jamais l'emporter sur la partie angélique. Donc l'homme doit faire de telle sorte que, donc, ces deux parties de lui-même soient toutes les deux entretenues sans que l'une ne porte pas préjudice de façon définitive à l'autre. Donc sous ce rapport-là, moi je ne dirais pas que la philosophie est inutile. Je dirais tout simplement que la philosophie est nécessaire, la philosophie est une fatalité pour l'esprit humain. Quand bien même l'homme aurait voulu ne pas philosopher, il continuerait encore à philosopher. Donc ce n'est plus seulement dans le cadre ou bien dans le registre de l'utilité qu'il faut chercher la philosophie, il faut la chercher dans le domaine de la nécessité. Merci beaucoup, professeur, pour ce brillant exposé. On comprend à travers votre argumentaire qu'on n'échappe pas à la philosophie. Absolument pas. L'homme est corps et esprit. Par son corps, il est animal, mais par son esprit, il est interpellé par des questions qu'il ne peut pas éviter. Nous en venons maintenant, professeur, au problème de la nature des rapports entre philosophie et mythe. Rupture radicale entre les deux ou écart conservation? Très bien. Les deux à la fois, parce qu'il y a mythe et mythe. L'apprenant doit d'abord avoir une définition plus ou moins exacte du mythe. On lui dira le mythe est un discours ou bien un récit imaginaire qui met en scène des œuvres surnaturelles tels que les dieux et qui prétend raconter des événements qui sont déroulés en dehors de l'histoire et qui fécondent l'histoire. Donc le mythe, c'est le commencement avant l'histoire et qui rend l'histoire possible. Mais le mythe a surtout un caractère sacré. Cependant, il y a divers types de mythes. L'élève doit commencer par faire une typologie du mythe avant d'aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit tout simplement qu'à l'origine, la philosophie est une entreprise de démythification, de démythologisation. Mais qu'est-ce qu'un mythe? Il y en a beaucoup.
Il y a les mythes sociaux qu'on appelle les mythes populaires, c'est les mythes étudiés par les anthropologues, les ethnologues, les sociologues. Ils sont produits par la conscience populaire. Ce sont ces mythes qui renferment les cosmogonies et les anthropogénèses. Cosmogonie, c'est-à-dire, ou bien cosmogénèse, des récits sur la genèse de l'univers, sur l'ordre de l'univers. Anthropogénèse, c'est des récits sur l'origine de l'homme. Très bien. Ces mythes-là, on les trouve partout dans tous les pays du monde. Il n'y a pas une culture sans mythe. Ça n'existe, ça n'a même pas de sens. Maintenant, à côté de ces mythes, il y a l'autre sens du mot mythe. Comme quand on dit mythe de la caverne, alors qu'on veut dire allégorie de la caverne. Nous savons, nous, que l'allégorie est une figure de style. Figure de style à travers laquelle on vulgarise une pensée par des représentations sensibles. Quand la pensée est abstraite, parfois il n'est pas facile de la saisir. Maintenant, pour la faire comprendre à l'apprenant, je peux passer par une allégorie, comme vous l'avez si bien fait dans l'allégorie de la caverne, donc par votre élève Platon. Maintenant, il y a un troisième sens du mot mythe qu'il faut essayer également de saisir. C'est ce qu'on appelle les préjugés. Lorsqu'on dit, par exemple, que le progrès est un mythe, ou bien que, voilà, par exemple, on parle du mythe de la femme-objet. Mythe très développé chez les hommes, selon lequel la femme n'est qu'un objet de plaisir dont on peut jouir et s'en débarrasser. C'est un préjugé. Il y a un quatrième type de mythe. C'est les mythes sous forme de héros, c'est-à-dire des personnes qui ont été tellement admirées, tellement fascinants, qu'ils finissent par être idéalisés et à la limite déifiés. On parle du mythe Cheikh Anta Diop. Il est réel, hein? Mais on l'a exagéré. Mythe Senghor, mythe Abdoulaye Wade, mythe Abdou Diouf, etc., etc. Donc, une fois que ces 4 types de mythes ont été identifiés, l'élève se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun. Le dénominateur commun, c'est quoi? Le dénominateur commun de tous ces mythes, c'est l'écart avec la réalité. Et c'est justement cet écart avec la réalité qui fait que le mythe est suspecté par la philosophie d'être irrationnel, c'est un autre débat. Quand la philosophie est née, elle a trouvé sur place des mythes. Les mythes nous racontent l'aventure des dieux, le rapport entre les dieux et la nature, le rapport entre l'homme et la nature. Ça veut dire ceci, qu'avant les présocratiques, avant ceux qui vous ont précédé, vous Socrate, Thalès, Pythagore, Anaxagore, Anaximandre, ces gens-là, pourquoi on les considère comme étant les précurseurs de la philosophie? Parce que ils ont trouvé sur place des récits qui nous racontent comment l'univers est né, comment la société est née, comment l'homme est né par l'aventure des dieux. Ils ont tourné le dos à ces références magico-religieuses. Ils ont proposé des principes rationnels, comme l'air, comme le feu, comme le nous, comme l'apéréon, etc., etc. Quoique ces explications soient rudimentaires et archaïques, au moins c'est des explications rationnelles qui se limitent à observer la nature et à vouloir donner une interprétation rationnelle de la nature par des éléments de la nature. Ça veut dire quoi? Qu'en fin de compte, ce sont les présocratiques et plus tard Socrate lui-même qui vont chasser les dieux de la nature. Chasser les dieux de la nature, c'est une façon de parler. Les dieux étaient partout dans la nature. Dieu de l'eau, Dieu du vent, Dieu du tonnerre, Dieu de ceci, Dieu de l'amour. Ils étaient partout. Mais avec la guerre de Péloponnèse, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre de Péloponnèse a créé un déclic. Parce qu'avant la guerre, tout le monde parlait du dieu de la guerre, déesse de la guerre, etc., etc. Mais quand les Athéniens ont été défaits dans cette guerre-là, les gens ont commencé à se poser des questions. Comment des dieux peuvent-ils nous envoyer faire la guerre et nous laisser être battus, écrasés même? Ça crée un déclic et on commence à interroger le mythe. On interroge le mythe. Dans le mythe, il y avait le merveilleux. Maintenant, dans la philosophie, ce merveilleux devient un problème. On va le questionner. C'est dans ce sens, justement, qu'on va passer de Thomasen à Thomas. Thomasen, c'est le merveilleux. Thomas, c'est l'étonnement. Bien, maintenant, la philosophie déconstruit le mythe en montrant son caractère irrationnel, en montrant donc le manque d'ancrage du mythe dans la réalité. Donc forcément, pour que la philosophie naisse, il faut d'abord qu'elle prenne ses distances par rapport au mythe. Mais attention, ça ne doit pas nous cacher 2 choses, Socrate. Première chose, il faut savoir
que le mythe, bien qu'étant la première cible de la philosophie, a indirectement contribué à l'émergence de la philosophie. Bien qu'étant vraiment la cible du mythe, elle a continué et a contribué à sa façon à l'émergence du mythe. Je vais y revenir plus tard. Mais il y a également autre chose. C'est que même dans la philosophie, en réalité, il y a une certaine survivance du mythe. Ça, les gens l'oublient. Non seulement par l'allégorie, mais combien de fois dans les explications de Platon, qui est votre disciple, on a fait référence à des mythes qui nous expliquent l'origine des choses, le comportement des gens, etc., etc. Vous me direz, tout le monde me dira, c'est à des fonctions pédagogiques. Mais quoi qu'il en soit, le mythe continue à exister parce que Socrate, il y a même une mythification de la philosophie. Mais j'aimerais ajouter autre chose, Socrate. Socrate, la philosophie, elle n'est pas née ex nihilo. Le rapport entre la philosophie et les cités grecques est le pendant du rapport entre les mythes grecs et l'Empire. Absolument. Les mythes grecs nous donnent une explication de l'ordre naturel. Mais l'ordre naturel est soutenu par les dieux. Et cet ordre naturel maintenant doit inspirer l'ordre social. Exemple, si je prends le mythe de l'androgynie primitif, mythe selon lequel l'homme et la femme étaient une seule personne, voilà, la femme est extraite de l'homme, etc., etc. Voilà, il y a plusieurs variétés. Ça veut dire quoi? Si je prends ce mythe-là tel que ça a été perpétué dans les religions révélées, si la femme provient d'une des côtes de l'homme, alors ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme qui est l'autorité de la femme. Que par conséquent, la femme doit être docile, à la limite, elle doit être soumise à l'homme. Ça veut dire quoi? Que le mythe a une fonction de justification, il a une fonction idéologique. Quand je prends les cosmogonies grecques, notamment quand je prends la mythologie grecque et les divinités grecques, qui est le Dieu suprême? C'est Zeus. Tous les autres dieux sont sous la coupole de Zeus. Maintenant, ce qui est valable pour la nature doit être reproduit dans la société. Ça veut dire quoi? Dans la société, il y a un empereur et tous les autres sont des sujets. Donc, on reproduit l'ordre naturel dans l'ordre social. Mais justement, quand on passe de l'empire à la cité, avec des bouleversements, ça va changer. La cité ne peut plus avoir un fondement naturel, elle doit avoir un fondement rationnel. Voilà pourquoi Socrate, quand les universités grecques naissent, quand la démocratie naît dans les agoras, la philosophie naît dans les agoras. Elles sont contemporaines, philosophie et démocratie. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la démocratie qui garantit à la philosophie un espace public de délibération, notamment les agoras. Mais inversement, lorsque les cités grecques ont commencé à chercher des lois et des constitutions, vers qui on s'est tourné? On s'est tourné vers les philosophes. Voilà qui répond en partie à votre question précédente. Ceux qui disent que la philosophie ne sert à rien. Pourtant, dans l'Antiquité, beaucoup de philosophes ont été appelés pour donner des lois aux sociétés grecques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que philosophie et démocratie ne sont pas seulement contemporaines, elles sont solidaires. Merci beaucoup, professeur, encore pour ce brillant exposé. On arrive maintenant à la quatrième question de la maïeutique de ce soir. Question portant sur les rapports entre la philosophie et les sciences. Peut-on parler entre les deux de divergence ou de convergence? C'est une question extrêmement complexe. La science et la philosophie, c'est nous modernes qui les distinguons. Jusqu'au XXe siècle, à la limite, philosophie et science n'étaient pas encore séparées. Donc philosophie signifiait science, science signifiait philosophie. D'ailleurs, un de vos disciples, Platon, considère la connaissance comme un processus que l'on peut représenter sous forme d'un segment. Un segment divisible en deux parties inégales. Dans la première partie, il y a la connaissance sensible. Dans la deuxième partie, il y a la connaissance intelligible. Dans la connaissance sensible, il faut subdiviser également le segment en deux segments inégaux. Il y a la sensation et l'opinion.
L'autre segment également, il faut diviser en deux parties inégales du moins. Il y a la science, c'est-à-dire la mathématique, et la philosophie, excusez-moi. La science et la philosophie. La science ici, c'est la mathématique. La mathématique étant l'antichambre de la philosophie. Pourquoi? Justement, les gens s'étonnent du fait que Platon, votre disciple, avait écrit sur le fronton de l'Académia « Nul n'entre ici sinon géomètre ». Parce que pour s'adonner à la philosophie, il faut être apte à faire un raisonnement axiomatique, un raisonnement abstrait qui se fonde simplement sur des axiomes, sur des postulats, ou bien sur des hypothèses, et qui permettent de faire une démonstration. Maintenant, la philosophie, elle ne va pas s'arrêter à cela. La philosophie va remonter aux principes pour essayer de les démontrer. Les principes desquels partent les mathématiciens, sans les démontrer, le philosophe veut les démontrer. Voilà pourquoi, dans le schéma platonicien, la philosophie est la science absolue. C'est la science principale, c'est la science mère, c'est la véritable science. Et c'est cela également qui est retenu par Aristote. Aristote distingue deux types de philosophie. Philosophie première et deux philosophies secondaires. La philosophie première, il l'appelait théologie, qui désignait la partie qui correspondait à son ontologie, la science de l'être, mais qu'on va appeler plus tard, avec Andronikos de Rhodes, la métaphysique. Les deux philosophies secondaires sont la mathématique et la physique. Elles sont subordonnées à la philosophie première, qui est, selon Aristote, la science par excellence. C'est ce qui va continuer même chez Descartes. Même chez Descartes, alors que Descartes c'est le père de la philosophie moderne, il est même peut-être, dans une certaine mesure, un des précurseurs lointains de ce qu'on appelle la méthode expérimentale. Bon, mais bref, ça c'est un autre débat. Descartes considère la philosophie comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique, et les branches qui sortent de ce tronc représentent les différents arts que l'on peut résumer à trois principaux, la mécanique, la médecine et la morale. Mais tout le monde se posera la question, qu'est-ce que Descartes est en train de nous vendre ici? C'est la métaphysique qui est la racine de l'arbre du savoir, qui va donc tirer la sève qui nourrit la physique, c'est-à-dire la connaissance de la nature qui permettra la mécanique, c'est-à-dire la technologie ou bien la technique, la médecine et la morale. Ça veut dire quoi? Alors, Descartes nous explique que une connaissance, c'est comme un édifice. Un édifice, quelle que soit sa beauté, s'il n'est pas assis sur un fondement, il s'écroule tôt ou tard. La philosophie également, c'est une affaire extrêmement sérieuse. Il faut que la philosophie ait un fondement solide. Or, le fondement de la philosophie, c'est quoi? C'est des principes. Les principes, selon Descartes, c'est quoi? C'est des connaissances certaines. Des connaissances certaines, c'est quoi? C'est des connaissances indubitables. Par conséquent, pour s'adonner à la philosophie, il faut commencer d'abord par douter. On va douter pour trouver des principes certains. Et c'est ce qui va amener Descartes à douter de tout, jusqu'à l'indubitable, c'est le cogito ergo sum. Cogito à partir duquel il va déduire un ensemble de principes, dont premier principe, le deuxième principe appelé le cogito, c'est le critère de la vérité. Ensuite encore, le troisième principe, c'est la distinction entre l'âme et le corps. Ensuite encore, donc Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu est le fondement du déterminisme en fin de compte. Or, sans déterminisme, il n'y a pas de science. Pourquoi Dieu est le fondement du déterminisme? Parce que la nature, elle obéit à des lois. Mais qu'est-ce qui me prouve que les lois de la nature sont stables? La seule façon que j'en ai, la seule façon pour moi de prouver que les lois de la nature sont stables, c'est qu'elles soient créées par Dieu lui-même. Parce que Dieu est immuable. L'immutabilité de Dieu devient le fondement, la preuve de la constance des lois de la nature. Parce que Dieu ne change pas, il ne joue pas au dé. Si c'est un homme qui avait construit l'univers, un jour arrivera, le soleil ne se lèvera pas à l'est, peut-être il se lèverait à l'ouest. Un jour, il arriverait peut-être qu'on ait un manque d'air ou bien un manque d'eau. Mais c'est Dieu qui a créé la nature. De sorte que donc, à chaque fois que je laisserai un objet, il tombera. Pourquoi? Parce que les lois de la nature, elles sont irréversibles. Donc voilà comment Descartes, lui, va fonder toute la science à partir de la métaphysique. On va continuer, mais jusqu'au XIe siècle. Au XIe siècle, qu'est-ce qui se passe? Au XIe siècle, nous assistons à une rupture entre la science et la philosophie, à un divorce, qu'on va appeler avec Bachelard la rupture épistémologique.
C'est quoi ce divorce-là? Ce divorce se fonde sur deux choses essentielles que la philosophie n'a jamais pu faire. Première chose, c'est la spécialisation. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation ou bien la vérification. C'est quoi la spécialisation? À votre époque, bien avant votre époque Socrate, jusqu'au Xe siècle, on était philosophe, mathématicien, physicien, tout. La spécialisation, c'est le principe selon lequel chaque domaine de la nature fait l'objet d'une étude et d'une spécialisation. Je suis mathématicien, je ne m'occupe que de mathématiques. On isole un objet de la nature et on se spécialise à son étude. On ne s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est plus rigoureux, c'est plus sérieux. Deuxième chose, c'est la vérification. La vérification, c'est quoi? C'est un effort de concilier l'esprit et le réel. La vérification, c'est un effort de contrôler la théorie par la pratique pour éviter que la connaissance ne soit que spéculative. Donc voilà les deux choses qui vont consacrer le divorce entre philosophie et science. Et ce divorce, quel en est l'effet? Ce qui est curieux, c'est que ce divorce qui s'est produit au Xe siècle, un siècle après, ça va avoir des retombées extraordinaires, Socrate. On ne pourra pas peut-être développer tout ceci, mais je te promets, Socrate, d'y revenir la prochaine fois. Ces retombées extraordinaires, c'est quoi? C'est la révolution scientifique et industrielle du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, Socrate, s'est passé une véritable métamorphose de la culture de l'homme, une véritable métamorphose de la civilisation. L'homme a commencé à innover. On crée des machines, on invente ceci, on invente des vaccins, etc., etc. On découvre des vaccins au XVIIIe siècle. Et c'est ce qu'on appelle la première révolution scientifique et industrielle. Cette révolution scientifique et industrielle va tellement produire de bienfaits à l'humanité que des penseurs vont commencer à poser la question de la survie de la philosophie. À quoi sert encore la philosophie? La question revient. Celle qui a été posée à ton époque revient Socrate. Puisque les sciences règlent tous nos problèmes, puisque les sciences expliquent la nature, mais qu'est-ce que la philosophie vient faire alors? On va développer le scientisme. On va développer le positivisme. Les scientistes nous disent qu'une question qui ne peut pas être posée scientifiquement, c'est un faux problème. Et que par conséquent, la science suffit. Alors il faut faire confiance à la science. Les positivistes, qu'est-ce qu'ils disent? Que le modèle de la vérité même, ou bien le modèle de la connaissance vraie, c'est la science expérimentale. Positif, ça s'oppose à abstrait. Donc une connaissance positive, c'est une science qu'on peut contrôler par les faits. Étant entendu que la philosophie est spéculative, elle est abstraite, alors normalement on devrait s'en débarrasser. Je ne pourrais pas développer donc sur tout ceci, mais c'est une manière de montrer simplement Socrate qu'avec les progrès des sciences, d'aucuns vont commencer à penser que donc la philosophie devrait se taire. Et pire pour la philosophie. Au XIXe siècle, il y a un autre problème. Parce que quand les sciences de la nature, au Xe siècle, elles prennent leur autonomie, la philosophie se dit, d'accord, mais il y a au moins un objet dont je suis la seule à pouvoir parler de façon légitime. Cet objet-là, c'est qui? C'est l'homme. Mais elle s'est trompée. Au XIXe siècle naissent les sciences humaines, la sociologie, l'histoire et plus tard encore d'autres sciences humaines, les sciences qui étudient l'homme, qui vont même disputer à la philosophie le dernier objet qui lui restait. Alors, la proclamation de la mort de la philosophie commence. Pourquoi? Parce qu'il ne reste plus d'objet. Elle connaissait la totalité. Cette totalité, elle est prise en partie, en tout cas par les sciences de la nature, il ne reste que l'homme. Et l'homme, désormais, fait l'objet d'une étude scientifique avec la psychologie, la sociologie, la linguistique, l'anthropologie, etc., etc. Alors, qu'est-ce que va étudier la philosophie? Et c'est ici que commence un débat entre spécialistes des sciences humaines et philosophes. La philosophie dit, est-ce que d'abord une science humaine est possible? Est-ce qu'on peut connaître l'homme scientifiquement, suivant le déterminisme? Et au cas même où ça serait possible, est-ce que ça ne constituerait pas un danger quant à la décadence de l'homme, quant à la dévalorisation de l'homme? Deux questions liées. Alors, est-ce qu'une connaissance de l'homme est possible? Pourquoi la philosophie pose cette question? Objectivement, la philosophie pense que l'homme ne peut pas être connu
scientifiquement. Pourquoi? Parce que c'est un sujet. Un sujet, il est censé être libre. Un sujet, il a un libre arbitre. Un sujet, il a des caprices. Par conséquent, un sujet est imprévisible. L'homme est par nature versatile. Il change de façon indéfinie et de façon imprévisible. Par conséquent, on ne peut pas le connaître scientifiquement. La science, pour la philosophie, a dit que mon fondement, c'est le déterminisme. Or, est-ce que le déterminisme marche avec l'homme? Tous les philosophes disent non. L'homme a un libre arbitre. L'homme est capable d'agir sans raison. Il est capable d'agir pour des raisons identiques, suivant des comportements différents. Ça veut dire quoi? Il y en a parmi nous, par exemple, quand ils sont amoureux, comment ils le montrent? Il y en a parmi nous, quand ils sont amoureux, ils sont affables, ils sont attentionnés, ils sont même envahissants. Alors que d'autres, quand ils sont amoureux, ils sont distants. Ils semblent distants. Il y en a même qui sont, quand ils sont amoureux, ils sont plutôt agressifs. Par conséquent, pour les mêmes raisons, l'homme peut avoir des comportements différents. Maintenant, cet être humain-là, est-ce qu'on peut le connaître scientifiquement? Voilà le problème que pose la philosophie. Mais c'est pas tout. La philosophie dira également, au cas où l'homme serait connaissable, scientifiquement parlant, mais l'homme serait prévisible. Non seulement il serait prévisible, Socrate, mais il serait manipulable. De la même manière que la connaissance de la nature me permet de manipuler la nature, la connaissance de l'homme devrait me permettre de manipuler l'homme. Or, si l'homme est manipulé, il perd sa liberté, il perd sa dignité. Maintenant, face à ces deux critiques, les sciences humaines répondent. Et je vais résumer cette réponse des sciences humaines par une phrase de Claude Lévi-Strauss qui dit: nous pensons que l'objectif des sciences humaines n'est pas de constituer l'homme, mais de le dissoudre. C'est une accusation faite à la philosophie et à la religion. La philosophie et la religion sont accusées dans cette phrase-là d'être responsables de la mythification de l'homme. Or, pour que l'homme soit connu scientifiquement, il faut le démythifier. Il faut déconstruire le mythe de l'homme. Il faut connaître l'homme tel qu'il est moulé dans sa culture, dans son environnement, dans sa société. Il n'y a pas un homme en général. L'homme est toujours le produit d'un contexte culturel, d'un contexte social et d'une époque. Il faut partir de cette époque-là pour essayer de connaître les lois par lesquelles les hommes se comportent. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que les sciences humaines ne peuvent pas connaître l'homme. L'homme peut être connu scientifiquement parce qu'il y a des lois plus ou moins régulières qui président à la naissance des comportements humains et à la façon dont nous pensons. Par conséquent, les sciences humaines vont même aller plus loin. Elles vont dire que la meilleure façon peut-être de rendre hommage à l'homme, c'est d'essayer de le connaître scientifiquement. Pourquoi? Mais c'est parce que l'homme est un être à réaliser de façon indéfinie. Combien de personnes seraient devenues des fous ou bien folles sans les sciences humaines? Combien de personnes qui ont le stress, des problèmes psychologiques ont été récupérées et réinsérées dans la société par les psychologues? Combien de couples qui menacent de divorce ont été recollés, réconciliés par les psychologues? Combien de problèmes les sociologues ont permis d'anticiper? Donc de ce point de vue-là, dire que les sciences humaines sont dangereuses, c'est méconnaître leur fonction. Maintenant, c'est un débat sans fin. Mais moi, j'aime particulièrement la posture de Bergson, qui nous dit, en réalité, le débat entre sciences humaines entre science et philosophie, ça ne tient pas la route. Elles ne sont pas concurrentes. Aucune science, si développée soit-elle, ne pourra mettre fin à la philosophie. Et d'ailleurs, la philosophie n'est même pas la mère des sciences, selon Bergson. C'est deux formes de connaissances différentes, qui n'ont ni la même nature, ni le même objet, ni la même finalité. Elles sont de nature différente. Pourquoi? Bergson répond, parce que la philosophie est intuition, la science est intelligence. C'est quoi la différence? Bergson dit, l'intuition, c'est la connaissance de l'esprit par lui-même. Dans l'intuition, il y a une coïncidence entre l'objet et le sujet. Parce que c'est l'objet qui est lui-même le sujet. C'est l'homme qui connaît l'homme. C'est ça le principe de la philosophie. Alors que l'intelligence, c'est quoi? Bergson répond, l'intelligence, c'est la faculté de fabriquer et d'employer des instruments inorganisés. Je suis dans une salle, il y a des caméras. La caméra est soutenue par un trépied. C'est des éléments qui n'ont rien à voir. Il y a des micros qui n'ont rien à voir avec la caméra. Mais on a associé cela pour atteindre une fin. L'intelligence
c'est par exemple, lorsque je suis sous un arbre fruitier, je vois un fruit mûr, je ne peux pas le cueillir. Je vais chercher un bâton, je vais chercher un bout de fer, je vais chercher un fil de fer, je vais attacher, je vais assembler et je vais cueillir la mangue. C'est ça la faculté de fabriquer et d'employer des instruments inorganisés. Par conséquent, l'intelligence a quelle finalité? L'efficacité. La science a pour finalité l'action. Alors, elles n'ont pas non plus le même objet. L'objet de la science, c'est la matière. L'objet de la philosophie, c'est l'esprit. Elles n'ont pas la même finalité. Par conséquent, la finalité de la philosophie, c'est la connaissance. La finalité de la science, selon Bergson, c'est l'efficacité, c'est l'action. Donc, c'est deux domaines parallèles qu'il ne faut pas chercher à superposer ou bien à mettre en concurrence Socrate. Professeur, voici déjà arrivé l'heure de nous quitter. Moi pour me rendormir et vous pour monter à cheval et reprendre la place qui est vôtre dans la gestion des affaires de votre cité. À bientôt, soldats du savoir. Merci Socrate. Votre séance de maïeutique. Merci Socrate et à très bientôt. Je m'appelle Socrate, fils de Sophronisque, tailleur de pierre, et de Phénarète, sage-femme. Combien de temps ai-je dormi? Je ne saurais le dire. Ah, quel contraste entre le goût amer de la ciguë et le bonheur actuel de mon âme enfin libérée de la prison du corps. Il croyait en me condamnant me jeter dans le supplice éternel. Mais du fond de ma tombe, je contemple la Philosophia Perennis, représentée par ces milliers de citoyens du monde. Certes, le spectacle des événements du monde est hors de portée de ma vue. Mais l'âme de tout philosophe authentique est reflétée devant moi depuis mon départ de la cité d'Athènes. Aujourd'hui justement, j'ai eu l'heure de faire la rencontre d'un parmi ces citoyens, Alassane Kitane, professeur émérite à l'esprit alerte et à la plume généreuse.